Madame, mademoiselle, monsieur, bonsoir. C'est le week-end et c'est Week-end Sport. Après une longue semaine éreintante pour tout le monde, place au week-end et place au sport avec votre émission qui vous présente bien évidemment tous les programmes, toutes les compétitions qui vont se dérouler le long de ce week-end, que ce soit en Algérie, dans les compétitions de club ou à l'international pour nos sélections algériennes. Cette semaine, exceptionnellement, c'est un gros plan, une grande partie de Week-end Sport sera consacrée au handball, à l'honneur une belle affiche, surtout une affiche inédite entre deux clubs qui n'ont jamais joué une finale de Coupe d'Algérie de handball. Il s'agit de l'OM Annaba qui affronte le handball club d'El Biar dans la magnifique salle Belgaïd du complexe olympique d'Oran. Ce sera la première partie de notre émission et en seconde partie on parlera bien évidemment football avec la Ligue 1, la Ligue 2. On fera un petit point sur la réunion du bureau fédéral de la fédération et puis le dossier de la semaine, c'est la valse des entraîneurs parce que les joueurs jouent au foot et les entraîneurs parfois au lieu de coacher ils valsent, ils dansent. On va en parler tout à l'heure avec Fatah Abada et je vous le disais donc on va commencer avec le handball. Alors on va d'abord présenter les invités, ensuite on va lancer le jingle handball. L'invité aujourd'hui c'est le directeur de l'organisation sportive de la compétition, également il est patron de l'administration au niveau de la fédération, c'est quelqu'un qu'on connaît, que je connais depuis plusieurs années. C'est un plaisir de vous recevoir. Modèle Krassi, notre invité à Week-end Sport ce soir. Bonsoir. Bonsoir Riyad, je vous remercie pour l'invitation. Je suis très ravi d'être avec, bien si entouré avec Bedreddine et Nordine que je salue au passage. Ben vous avez fait les présentations à ma place. Détendez-vous parce que d'habitude c'est vous qui organisez tout dans les compétitions. Je vous vois souvent dans les matchs. Aujourd'hui vous vous détendez. Nous on s'occupe de tout. À côté de vous d'ailleurs lui il est dans son jardin ici comme dans une salle de handball. Nordine Hani, notre consultant, j'allais dire consultant handball mais consultant en sport tout simplement. Bonsoir Nordine. Bonsoir donc Riyad, un plaisir de partager donc votre émission Week-end Sport, un plaisir également donc d'être face à vos téléspectateurs, les habitués, et surtout un plaisir de parler enfin pour une fois de handball, mais de compétition de handball. N'exagérez pas, on a parlé de handball il n'y a pas si longtemps. On était à Oran, souvenez-vous, il y avait une magnifique compétition, même si on n'est pas allé très loin. C'est grisant, vous dites, on est en face des téléspectateurs, je vais y arriver, mais aussi vous êtes en face de Bedreddine Belhadjouja qui fait son grand retour. Salut Bedreddine, je suis ravi de vous retrouver et puis je suis ravi de passer encore une nouvelle saison avec vous. Bonsoir Riyad, bonsoir chers amis. Eh ben, comme d'habitude, je suis ravi de servir avec vous nos téléspectateurs. Merci à tous messieurs. Alors comme promis, on va parler de handball. Alors est-ce qu'on est prêt dans la régie? Jingle handball, c'est parti. Alors, Mourad, j'ai oublié de dire que parmi vos casquettes, vous avez aussi été journaliste, donc vous êtes un peu, vous connaissez aussi le métier. Ouais. On va parler de cette organisation. Pourquoi le choix d'Oran pour cette magnifique affiche inédite entre Annaba et qui sera en direct sur Canal Algérie, commentée par Nordine Hani, je le rappelle. C'est vrai que tout à fait, Oran devient petit à petit une destination du handball. Jadis dans on a l'impression que c'est la capitale algérienne du sport maintenant. Oui, on a passé déjà une compétition formidable qui était les Jeux Med. Juste après, on a eu l'honneur aussi d'organiser les Jeux Arabes. Cette fois-ci, on a eu la finale au niveau du complexe olympique Milo Dadfi. Il y a eu des magnifiques championnats de natation aussi l'année dernière. Il y a eu le karaté la semaine dernière commenté par Mortal Hamani. Il y avait, si je me trompe, le karaté aussi. Le rafle et billard. Le boule, rafle et billard. Il y a eu beaucoup de compétitions qui se passent à Oran. Ouais. C'est bien, c'est ça ce qu'on appelle l'héritage après des Jeux, les infrastructures après les Jeux méditerranéens, c'est bien qu'on en profite et que toutes les disciplines, notamment le handball, tout à fait. Moi, j'ai pas eu le plaisir de commenter à la salle de Belgaïd, mais Nordine l'a fait pour la finale je crois, des Jeux Arabes. C'est bien ça. C'est ça, la finale des Jeux Arabes entre c'était Qatar et l'Arabie Saoudite. Alors, je le disais donc, deux clubs qui n'ont jamais, c'est ce que me disait Nordine, qui n'ont jamais joué cette finale de Coupe d'Algérie. Le handball club d'El Biar, même s'il joue le titre souvent. El Biar a joué une finale.
En 2010-2011, elle a joué une finale contre le groupement sportif des pétroliers, finale qu'elle a perdue. C'est deux équipes qui n'ont jamais remporté la Coupe d'Algérie. Jamais remporté. Annaba, c'est la première fois qu'elle la joue. C'est la première fois. Annaba, malgré qu'elle avait une superbe équipe. Il y avait le SR avant où beaucoup de joueurs sont sortis. C'est une école de handball et c'est une bonne chose. En plus, ça coïncide avec la mort il y a 2 ans. Donc de Negli, Zoher Negli, qui était un des grands gardiens de but de l'équipe nationale et également un des membres fondateurs de cette équipe de l'OM Annaba. Donc on a une pensée pour lui et j'espère que, je ne vais pas dire qu'ils vont remporter la coupe parce que sinon ça fera, je prendrai parti pris. Alors nous on souhaite que le spectacle, on n'a pas d'a priori ni de favori. Absolument, juste une pensée donc, pour Zoher Negli. La Rahmo également, Miloud Hadfi, la Rahmo également, puisque c'est dans le complexe olympique Miloud Hadfi. Alors on va commencer par les Elberois qui donc se préparent. Ils sont tous les deux à Oran, les deux clubs sont à Oran pour se préparer pour cette finale samedi 15h. Samedi 15h, effectivement, parce que les deux clubs ils sont sur place et d'ailleurs ils ont même pu s'entraîner sur le parquet de la salle. Donc je pense que toutes les conditions elles sont optimale et prête et j'espère Inch'Allah que ça va se passer dans de très bonnes conditions à disputer. On va regarder la préparation du handball club d'El Biar dans ce sujet signé c'est Ahmed Bouraïb. À quelques jours de la grande finale, le HBCEB ajuste les derniers réglages pour être fin prêt face à l'Olympique de Annaba. Nous sommes concentrés et déterminés malgré les joueurs blessés dans notre équipe. Nous voulons ce titre. Avant d'arriver en finale, l'équipe a croisé le fer avec Ben Aknoun et Wetlilet. Les joueurs sont conscients de la tâche qui les attend face à un adversaire redoutable. ما يخفى لكمش الفريق هذا تاعنا عنده 5 سنين ولا 7 سنين هما يلعبوا كيف Notre équipe a connu plusieurs départs de joueurs durant l'été. Pour moi, ça sera du 50-50. Annaba est expérimenté, mais nous avons des atouts à faire valoir. Nous visons la victoire. Tous les moyens ont été mis à notre disposition pour décrocher ce titre. Après avoir glané des titres avec les filles, les Elbirois espèrent désormais faire de même chez les garçons. Voilà un léger petit souci, mais on est allé jusqu'au bout de ce sujet. Ça, c'était avant le départ, hein. C'est à la salle d'El Biar, donc la préparation. Vous avez entendu, Nordine, c'est du 50-50, hein, d'après les joueurs. Hein. Absolument. Donc, comme l'a dit donc, Lamine Sahli, qui est un ancien international, l'entraîneur de cette équipe d'El Biar, l'équipe de Annaba, c'est une équipe qui travaille depuis quelques années déjà. Donc avec le même staff technique, même si donc Hicham Boudrali est parti une saison dans les pays du Golfe, il est revenu. Il y a Loukid, il y a Ammar Bouchami, c'est tous des anciens qui sont derrière cette équipe. Du côté d'El Biar, les dernières années, on connaît la valeur de l'équipe fille d'El Biar, qui a atteint donc un niveau donc appréciable. Et il y a 2 années, le président Belhaïd, que je salue, qui est en train de faire énormément de choses, ainsi que l'APC d'El Biar qui est en train d'aider, ont décidé de monter une équipe senior. Donc il y a un amalgame entre des jeunes formés au cru et des anciens joueurs, surtout du GSP, avec le problème qu'il y a eu quand ils ont été au MCA, n'ont pas été payés, donc ils ont été récupérés par El Biar, à l'image donc de Ben Meni, le gardien qui est connu, Abdallah, de Reda Harib et de beaucoup d'autres joueurs. Donc je pense que ça va être du 50-50. Alors, moi, on l'a vu, hein, c'est vrai que on en a parlé depuis des années, on parle de problèmes, de soucis financiers pour beaucoup de clubs. La crise au GSP dont parlait Nordin du Mouloudia, on a vu des joueurs qui se sont retrouvés à vendre des légumes. C'est quand même dramatique pour des joueurs d'élite et même des joueurs professionnels, parce que certains vivaient de leur métier. C'est bien que certains clubs puissent absorber et récupérer ces joueurs pour sauver le reste de leur carrière. Oui, c'est vrai que le malheur des uns fait le bonheur des autres. C'est vrai que moi aussi, je tiens à rendre hommage aussi aux
aux deux clubs, hein, parce que ça fait dans les 3-4 dernières années, ces deux clubs montent en puissance. Donc d'ailleurs, l'équipe d'Albert l'année passée, ils étaient au podium, ce qui va leur permettre peut-être de participer à une Coupe arabe ou peut-être à une Coupe d'Afrique. L'équipe de Annaba aussi, ils ont le mérite, parce qu'ils ont croisé le fer aussi de la JS Kikda, ils ont croisé le fer de pas mal d'équipes. L'équipe d'Albert Parce que aussi. vous parlez de Annaba, on va voir les images de Annaba pendant leur préparation, avant aussi leur départ pour Oran. On a quelques images que nous a envoyées voilà, la station de Constantine. Voilà, c'est leur préparation avant qu'ils arrivent. Et là, on voit l'ancien capitaine de l'équipe nationale, Boudrali, Hicham. Et elle aussi, c'est une équipe qui prétend à cette coupe. Et ce serait aussi une belle histoire, parce que ce serait historique pour Annaba. Et il est chez lui, hein, c'est chez lui, Hicham, hein, c'est sa ville aussi. Absolument. Donc, en plus, vous savez, arriver en finale d'une Coupe d'Algérie, ça peut vous ouvrir des portes. On vient d'apprendre qu'à Smidal... Pardon, il a raison, Mokhtar, en écartant Skikda, c'est pas rien. Absolument, donc d'un petit but, mais en écartant Skikda. Et donc... Les prolongations, je crois. Ouais. Ça allait aux prolongations. Prolongation. Et donc, on vient d'apprendre qu'une société nationale, à Smidal, vient de prendre en charge. Donc, vous voyez que quand on va au-devant de la scène, quand le match peut être télévisé. Voilà le rôle aussi de la télévision publique algérienne dans la promotion du sport. C'est bien aussi que les entreprises aident les clubs comme ça. Et là, je tiens à rendre hommage donc à Mourad, même si des fois on n'est pas totalement en accord, mais cette fois-ci, quand il fait quelque chose de bien, donc on a tout fait pour que ce match se déroule dans une grande salle où on peut le téléviser. Il s'était programmé un vendredi, et comme il y avait le match de foot, donc on lui a demandé de changer. Il y a eu l'accord des deux clubs. C'est déjà une bonne chose de vouloir différer ce match, donc de le jouer samedi. Donc ça va être vraiment une belle finale. Et le handball a besoin de ces matchs télévisés pour ramener des sponsors. Donc Annaba a réussi. Donc ils ont été aidés alors qu'ils se plaignaient un petit peu. El Billard est déjà donc avec le travail du président Belhaid à ses propres sponsors, notamment l'APC d'El Billard, à qui je rends un grand hommage pour ce qu'elle fait pour le handball. Donc c'est une bonne chose. Ça fait longtemps que je n'ai pas assisté à une fête. Et voilà. Alors on va écouter Hicham Boudrali en arabe beaunois dans le texte, s'il vous plaît. Et on revient justement pour parler de ce dont le handball a besoin. Et Hicham Boudrali, l'entraîneur de l'OM Annaba. نتمنى ان شاء الله نفوزوا باللقاء ونحققوا يعني اول لقب للاولمبيك مدينه عنابه يعني بعد نشاه فريق في 2006 كان من ضمن الاهداف تاعنا هي الوصول الى يعني المراتب الاولى والحمد لله اليوم وفقنا ربي وصلنا النهائي ان شاء الله نرجعوا بالكاس مدينه عنابه ان شاء الله. يعني اللي يكون حاضر في النهائي. Et voilà, il souhaite bien sûr ramener la coupe à Annaba. Surtout que c'est historique, c'est pour ça que c'est une belle histoire. Question, Mourad Aitrassi, pourquoi une finale de coupe si tard, d'abord, dans la saison, parce que c'est pas... parce que c'est la coupe de l'année dernière, donc si tard par rapport alors qu'elle aurait dû se jouer en fin de saison, et si proche du début du championnat, puisqu'on va en parler dans quelques instants, le championnat commence dans une semaine. Tout à fait. Pourquoi si tard? Oui, parce que je pense que l'année passée, il y a eu les Jeux arabes, donc c'était du 5 au 15 juillet, donc c'était la période où normalement on devait finir le championnat et finir en même temps la Coupe d'Algérie, mais on était obligé c'est-à-dire de surseoir à la Coupe d'Algérie et permettre à notre équipe nationale de participer honorablement à... C'est une sorte de calendrier, donc. Tout à fait, et en même temps de se projeter comme une préparation aussi pour le championnat national d'une part, et d'autre part, il ne faut pas oublier que l'Algérie organise en avril 2024, on a eu l'attribution par la Confédération africaine du championnat d'Afrique des clubs, ici en Algérie, et Inch'Allah, on compte l'organiser à Oran. Ben voilà, Hanni qui voulait parler d'handball au mois d'avril. Donc le détenteur de cette coupe d'Algérie va automatiquement prendre part à cette compétition. Donc je pense que la fédération a fait beaucoup d'efforts. On a eu aussi le gain de cause pour avoir l'organisation de la Coupe d'Afrique des seniors dames. La Cannes des dames. La Cannes des dames en novembre 2024. Donc je pense donc deux grosses compétitions continentales de handball, en club et en sélection. Alors ça me permet de poser la question à Badro. On parlait chaque année, l'année dernière, on parlait de la préparation d'intersaison des footballeurs. Quelle est la préparation spécifique d'un footballeur avant, en début et pendant la compétition? Qu'en est-il quand on voit comme par exemple le calendrier comme ça pour le handball? Comment se prépare un handballeur à la différence d'un footballeur, si différence il y a?
Oui, je dirais que la préparation physique, elle s'étale en 3 étapes. Vous avez la préparation physique générale qui est commune à tous les sports et tous les sportifs. Et à ce moment-là, c'est vous un avez travail... vous avez donné un explicatif. Oui. Je ne sais pas si le caméraman peut zoomer sur ça pendant que vous expliquez et il me dit Oui, si c'est correct. Oui. Allez-y, allez-y. Donc la préparation physique générale, c'est la première étape d'une préparation physique qui est une étape de base commune à toutes les disciplines sportives. Son objectif est de préparer l'ensemble du corps en travaillant des capacités physiques générales comme l'endurance générale, la force et autres. Par contre, la préparation physique spécifique pour travailler en priorité les qualités et les parties du corps qui permettra de progresser dans la discipline pratiquée. Donc là, il y a une différence. C'est-à-dire les parties les plus utilisées spécifiquement par le sport. Absolument. Voilà. Demandées par le sport, exigées par le sport. Comme la force-vitesse. Pour le handball, c'est la force-vitesse. Oui, il y a des dérivés de la force. Donc la vivacité, on la voit beaucoup plus chez le handballeur que le footballeur. Il y a des temps de repos pendant le match des 90 minutes en football. Par contre, en handball, c'est tout le monde qui participe en attaque et en défense. Toute la différence est là. Maintenant, il y a aussi la préparation, si vous voulez, la 3e étape, c'est la préparation physique spéciale et non spécifique. On l'appelle actuellement la préparation, si vous voulez, le travail spécifique personnel de l'athlète. Pourquoi on voit ? Elle est personnalisée, c'est par rapport à ses propres qualités, ses manques. Il doit travailler ses manques. C'est pour cela qu'on voit à travers le monde aujourd'hui les coachs personnels, le préparateur physique. Ça veut dire qu'on travaille ses défauts, les manques, on essaie de... Là où on pêche, on essaie de travailler. Effectivement, parce qu'il faudrait aussi clarifier que 2 joueurs qui occupent le même poste n'ont pas les mêmes qualités. Donc il va falloir travailler beaucoup plus ses faiblesses et faire progresser ses points forts. Alors si vous permettez, et là en octobre, à une semaine, on est à quelle période de la préparation? Là on est à quoi? Une semaine de début du championnat? Ce qu'il faudrait dire, avant, il y a une vingtaine d'années, la préparation physique générale prenait la place du lion. Elle était étalée. Aujourd'hui, c'est la préparation physique spécifique qui est importante dans le temps. Pourquoi? Parce que l'intersaison est plus court actuellement. L'athlète ne peut pas prendre plus de 15 jours, 2 semaines de repos entre une saison et une autre. Donc elle est minime. La préparation physique générale aujourd'hui, elle est minime par rapport à la préparation. On mettra l'accent et le coup de projecteur sur ça, sur les préparations du handball et du basket qui commencent cette semaine. Il y aura des reportages, notamment dans 52 chrono. Et également dans l'émission. On va parler du début du championnat, mais je voudrais, puisqu'on a des handballeurs et un amoureux fou du handball, dans le dernier, je vous propose de regarder ces images-là et je vais vous laisser les commenter. C'est des images d'archives entre 2 anciens géants. Je dis anciens, c'est pas du tout péjoratif parce qu'on est tous nostalgiques dans le handball. Allez, on va lancer ces images. MCA, MCO, c'est dans les années 80 et ça se passe à Oran, justement, à la salle Hamou Boutlilis. Voilà ces images et je vous laisse les commenter avec l'ambiance de l'époque. C'était une finale de championnat d'Afrique des clubs. Hein. Les 2 équipes, à l'époque, le handball dominait en Afrique, donc les 2 équipes s'étaient retrouvées. Alors les noms que vous reconnaissez dans les images? Là, c'est Bessedrali qui va tirer le pénalty. Donc Bessedrali, il y a Benjamil, il y a Ben Marsoula qui joue avec le MPO à l'époque. D'autre côté, avait Hamid. Le MPO, c'était le Mouloudia des pétroliers d'Oran. Et l'autre, c'était les Mouloudia des pétroliers d'Alger. C'était une salle qui était archi-com. D'ailleurs, moi, à l'époque, je travaillais au Krebs de Ayon Turk. Donc j'ai été voir ce match. Vous étiez dans la salle là? J'étais dans la salle. Ça a été très difficile de rentrer. Hein. Il y avait plus de monde dehors qu'à l'intérieur. Donc regardez ce que le handball peut faire. Hein. Peut générer comme passion, oui. C'était comme ça avant. Donc voilà, on le revoit, Ben Marsoula ici. C'est c'était l'équipe du Mouloudia avec Kamal Aqab. Ça vous fait quoi, moi, d'être assis de voir à quel point le handball peut générer de telles passions populaires comme ça? C'est vrai qu'on ces images, vraiment, c'est des ténors du handball, hein, comme il a si bien dit Nordin, quand on voit tous ces noms, tous ces grands handballeurs. Donc ça fait plaisir et on a aussi l'obligation de faire renaître le handball de ses cendres. Alors j'ai cru voir Azeb, je ne sais pas si je me trompe. Si, Omar Azeb. Omar Azeb, Djeffel. Oui, Djeffel avec le MPO. Avec le MPA. Avec le MPA.
Donc voilà, Ben Sedjari, donc c'était la grande équipe. Benjamil en numéro 10, meneur de... Absolument, donc avec le pivot, donc ici, c'était la grande équipe. C'était la majorité des joueurs de l'équipe nationale. Alors qui étaient les coachs? Voilà, ça je me posais la question. À l'époque, Ben, il y avait Aziz Deroise, je pense, d'un côté. du côté du MPA. Et il y avait Djilali Mekki, qui avait pris la place de Kader Boukhobza. Kader Boukhobza qui avait fait cette équipe et Djilali Mekki qui est venu par la suite. Donc c'est deux grands coachs qui ont drivé des équipes nationales algériennes, à qui je fais un grand coucou. Nous allons à Djilali Mekki, que j'aurai l'occasion de voir samedi donc, à la salle s'il vient. Donc, et voilà, c'est la fin. Je crois que c'était terminé. C'est presque la fin. Donc là, on voit donc vraiment, c'était regardez tous les noms qu'il y a. Hein. C'est tous des joueurs qui jouaient en équipe nationale. Le pivot du MPO, c'était Doubala à l'époque. On voit aussi Blhoussine, là, sur le côté, le numéro 14. C'était vraiment, voilà. Et c'était l'année où Ben Marsoula avait quitté la DNC pour jouer avec le MCO. Kamel Ouchia dans les buts. C'était vraiment la belle époque du handball algérien. J'espère que samedi, on va renouer avec cette ambiance, d'autant plus que je préviens tous nos amis d'Oran et même ceux qui veulent se déplacer que l'entrée est gratuite. Ouais, hein. ouais. L'entrée est gratuite. Donc, alors, on va bientôt terminer cette partie handball. Mourad, on parlait de l'entrée. On va terminer rapidement avec la compétition. Comment s'est passée l'organisation de ce championnat et en quelques mots, en quoi consiste, qu'est-ce qui nous attend avec ce championnat de handball cette année? Bon, ce qu'il faut connaître aussi que le championnat cette année, il a été quand même planifié sur 3 ans. Donc le nombre il était aussi élevé. On était à 27 équipes. Donc cette année, on est à 24. Et puis, avant la fin de la saison, on sera à 18. Et de revenir à 16 aussi. Parce que vraiment, avoir un nombre si élevé. C'est ce que revendique notre Nordin Hani national que ça l'arrange toujours pour rehausser le niveau aussi. Tout à fait. Donc c'est le but principal. Eh bien, on vous suivra cette année. On espère encore une collaboration intelligente pour le bien des amoureux du handball et pour le bien du handball. Merci. Juste un petit message pour locaux. Essayez d'aider un petit peu le handball et de diminuer les prix. Ou pour qu'on puisse téléviser les matchs. Et ça évitera pour certains clubs de demander de l'aide à l'extérieur. Vous pourrez continuer votre plaidoirie dans 5 ans de chrono. J'ai plus le temps parce qu'il y a la deuxième partie football. Alors, jingle basket pour la première journée de championnat. Jingle. Alors le basket commence ce week-end, ce sera samedi 7 octobre avec encore des soucis financiers là aussi pour les clubs de basket, mais en tout cas ils seront bien là. Alors au programme à 15h MCA US Sétif, NB Stawali PS L'Ulma, CSC Djesr Qsantena CR Benisaft également à 15h, Borj Boualelij le basketball de Rouiba à 15h et puis à 17h le Wab Boufarik face à Ouled Chebel. Ablida, l'USM Blida face au CRB d'Albeda, là c'est un choc à 17h. Net du Sendé, TRA Draria à 17h, un match a été reporté. Usma d'Alger, ASS Umbouagui, Usma d'Alger c'est le champion il est en train de jouer une compétition en titre qui joue une compétition continentale, compétition arabe. On reviendra bien sûr sur ce championnat lundi avec dans 5 ans de chrono, jingle Ligue 1. On va parler de la 4e journée de Ligue 1 de football. Messieurs, merci d'avoir passé cette première demi-heure avec nous. C'est un réel plaisir. Partagez. Un grand plaisir de vous retrouver. On se reverra tout au long de cette saison. Inch'Allah, que du bien et du bonheur pour le handball et nos handballeurs. Tout de suite, 4e journée, signée Saïd Fellak. 4 matchs de cette 4e journée de Ligue 1 sont programmés vendredi avec en prime un alléchant Mouloudia d'Alger en tente de Sétif au stade de Dar el-Beïda. Le MCA Alger, 3e avec 6 points, auréolé de sa victoire décrochée le week-end dernier face au MSEB, enchaînera en recevant l'Aigle Sétifien, 7e avec 3 points, dans une affiche qui devrait tenir toutes ses promesses. Si les Verts et Rouges aspirent à confirmer leur victoire, l'entente de Sétif espère décrocher ses premiers points en dehors de ses bases, après avoir entamé le nouvel exercice par une défaite à Khenchla. CS Constantine JS Sawa, l'autre belle rencontre de la journée.
Les gars de Béchar sont appelés à sortir le grand jeu à Constantine pour espérer maintenir la belle dynamique. La mission s'annonce ardue face à une équipe qui sera dirigée par un staff technique intérimaire après le départ cette semaine de Liamin Bourrara. Le Parado AC, auteur d'un bon départ, effectuera un déplacement du côté de la capitale d'Iziban pour affronter l'US Biskra, battu lors de la précédente journée à Magra de Busan. De son côté, le MC Oran, auteur d'un début de saison demi-teinte, recevra le NC Magra avec la ferme intention de décrocher son premier succès après un bilan mitigé de 2 nuls et une défaite. Samedi, la JS Kabylie, qui reste sur une défaite en déplacement face à l'USM Khenchla, aura à cœur de se racheter devant son public sans l'entraîneur Youssef Bouzidi, dont le contrat a été résilié à l'amiable. De son côté, l'USMA, qui a mal démarré la saison en s'inclinant devant le Paradou, se rendra à Tizi Ouzou pour tenir tête aux Canaries et revenir avec un bon résultat, d'autant que le moral est au beau fixe après la qualification dimanche des Rouges et Noirs en phase de poule de la Coupe de la Confédération africaine aux dépens du FUS de Rabat. L'USMK aura une mission complexe en défiant en déplacement le quadruple champion d'Algérie en titre, le CRB Louisved, auréolé de sa qualification en phase de poule de la Ligue des champions africaine. Pour sa part, l'AS Ochlef, leader du classement, ira défier le MC El Beyat chez lui, dont l'entraîneur Abdelnour Hamissi a été limogé au lendemain de la défaite face au MCA. Enfin, les deux promus, l'ES Ben Aknoun et l'US Souf, logés ensemble à la 14e place avec 1 point chacun, s'affronteront dans un duel indécis et ouvert à tous les pronostics. Tous les pronostics, on l'a vu, une journée qui va se diviser en 2 jours, vendredi et samedi, avec de très très belles affiches. Alors, Badro, maintenant, c'est plus le handball, on n'a plus le droit de toucher le ballon avec les mains, puisque les footeux et les footballeurs sont rentrés, avec Fatah Abada qui est avec nous, qui nous a rejoint. Salut Fatah. Salut Riyad. Et puis Djilali Touzi, également notre consultant foot qui est avec nous. Bonsoir Djilali. Bonsoir Riyad, bonsoir Badro, et content qu'il soit avec nous. Ah oui, l'équipe est au complet maintenant. Voilà, est au complet. Money Time nous manque. Money Time nous manque, il va revenir, Money Time. Alors, rapidement, Fatah, on va voir le tableau de cette journée et je vous laisse faire ce fameux ping-pong avec Djilali. Merci Riyad. Donc Djilali, c'est la 4e journée. Ça se partage en 2 parties, le vendredi et le samedi. On va aller très rapidement sur les matchs. CS Constantine, JS Saoura qui se joue vendredi à Constantine à 15h45. Je dirais que c'est un match indécis où le pronostic est difficile. Donc le CSC qui patauge encore, qui n'a pas retrouvé ses marques. Saoura qui voyage bien, qui sont leaders du championnat avec l'ASO. Donc ça peut être un match très difficile et compliqué. Le Mouloudia d'Alger, s'appelait El Destar, reçoit l'entente de Sétif dans l'affiche de cette journée, même jour, à la même heure, c'est-à-dire vendredi à Dar el-Baïda à 15h45. Je dirais que le Mouloudia va tout faire pour une 3e victoire d'affilée et aussi donner des signaux que le Mouloudia est là pour jouer carrément le championnat. Le titre. Le titre, oui. Mais attention à cette équipe de l'entente qui... il y a un nouvel entraîneur qui connaît le championnat national, un entraîneur de qualité. Donc il faudra faire très attention à cette équipe de l'entente qui est capable de faire un résultat à Alger. Et bien sûr, on parlait de Franck Dumas avec Slimane Rahou. L'US Biskra, qui souffle le chaud et le froid, reçoit le Parado Athletic Club, une équipe du Paradou qui développe un très joli football cette saison. Qui a beaucoup séduit Djilali, qui a commenté le dernier match. Et je pense même si Biskra reste quand même intraitable à domicile, mais c'est un match piège. Le Parado, c'est une équipe qui joue sans complexe, c'est une équipe qui a un énorme potentiel individuel et collectif, donc c'est une équipe qui peut créer la surprise. Le Mouloudia d'Oran, très difficile départ du Mouloudia d'Oran, ils n'ont pas encore trouvé leur marque à Ekherdine Madoui et reçoit le NC Magra. C'est une occasion inopinée pour cette équipe du MCO pour gagner son premier match, surtout à domicile, et devant une équipe du Magra qui se cherche encore. Donc je pense que le MCO aura l'avantage du terrain.
On passe à la deuxième partie qui est le samedi 7 octobre, le quadruple champion, le Shabab Riyadi de Belouizdad qui reçoit le SM Khenchela. Alors le quadruple champion face à pratiquement la meilleure équipe de ce début de championnat. Je dirais que le CRB, après être qualifié en phase de poule du Champions League, maintenant en place au championnat, ils veulent toujours avoir cette suprématie sur le championnat et pourquoi pas un cinquième titre d'affilée. Et je pense qu'ils auront, je dirais, les pronostics pour qu'ils... Khenchela, attention, c'est une équipe qui a joué 2 matchs, 2 victoires consécutives. Donc cette équipe de Khenchela aussi, elle reste toujours difficile à manier. Nous disons-le, c'est la meilleure équipe de ce début de championnat. L'US Ben Aknoun qui se cherche encore le cendrillon de notre championnat qui reçoit l'US Souf, un autre nouveau dans ce championnat. C'est les deux premiers, Riyad. Je dirais les 2 premiers, les 2 novices en ligue professionnelle. Donc c'est un match qui reste compliqué pour les 2 équipes, quoique Ben Aknoun part avec l'avantage de jouer à domicile. L'UMC El Bayed qui reçoit l'ASO. L'ASO qui est leader du championnat en compagnie de la JS Saoura. Le Bayat, ce n'est plus la même équipe que l'année dernière, donc c'est une équipe qui est un petit peu en déperdition, c'est une équipe qui a connu déjà le départ de son entraîneur. L'équipe de Chlef qui je pense que c'est le leader incontesté jusqu'à maintenant, donc ils peuvent ramener un résultat de l'Bayat. Le big match, le samedi 7 octobre à 19h à Tizi Ouzou entre la JS Kabylie et l'USM Alger. Pour la GSK qui, comme on le sait, ils sont pratiquement en crise, donc la victoire est impérative. Donc jouer à domicile avec son public, je pense que ça va être difficile contre une équipe de l'USMA qui elle aussi, l'objectif principal, je dirais que c'est, certes ils sont qualifiés en Coupe de la CAF, mais le championnat reste leur objectif. Et je pense qu'après un mauvais entame de championnat, ils sont dans la nécessité de faire un bon résultat à Tizi Ouzou. Voilà Riyad, on a fait le tour de cette 4e journée de Ligue 1. Voilà pour le championnat. On va rester avec la Ligue 1. Messieurs, c'est un sujet qui va vous donner du grain à moudre à tous les 3. Hein. C'est la valse des entraîneurs. Tenez-vous bien, on a déjà consommé 7 entraîneurs depuis le début du championnat. Nous n'avons pas encore joué cette 4e journée de Ligue 1. 7 entraîneurs, il y en a même qui ont été virés juste avant le début du championnat. Mais avant de m'étaler, je préfère qu'on regarde tous le sujet que vous avez préparé, Fatah Abada, sur la valse des entraîneurs, et on revient pour en parler. Depuis l'entame du nouveau championnat de Ligue 1 version 2023-2024 le 15 septembre dernier, pas moins de 7 entraîneurs ont quitté leur poste. En plus de Nadir Leknaoui du Parado Athletic Club, Mouazzez Bouakaz du MC Oran ainsi que Abdelkader Amrani qui sont partis avant même l'entame du championnat, voilà qu'Aziz Abbas du MC Magra, Abdelnour Hamissi du MC El Bayed et Youssef Bouzidi de la JS Kabylie viennent d'être limogés pour mauvais résultats. Suivi mardi par l'éviction de Liemin Bograra du CS Constantine, ce qui porte le nombre de coachs évincés à 7 en 3 journées de championnat. Et pourtant, nous ne sommes qu'en début de saison. Il faut dire que le bilan de Bouzidi n'est pas aussi catastrophique pour qu'il soit remercié après 3 matchs seulement. Pire encore, Abdelkader Amrani, Mouazzez Bouakaz et Nadir Leknaoui, ainsi que Abbas et Hamissi ne peuvent en aucun cas être jugés. 3 d'entre eux n'avaient même pas coaché la moindre rencontre, les autres ont à peine commencé le travail. C'est à se poser la question, sur quoi sont jugés les entraîneurs? Qui a recruté ces coachs et sur quelle base? Est-ce que les termes de leur contrat ont été sérieusement discutés? Qui juge leur performance? Sont-ils indemnisés alors que tout le monde se plaint de la crise financière? Autant de questions que les amateurs du ballon rond se posent. Visiblement, la valse des entraîneurs est devenue une constante dans notre championnat et n'est pas prête de s'arrêter si on se réfère aux résultats obtenus par certaines équipes. En effet, et sans être pessimiste, d'autres coachs sont sur un siège éjectable. On citera notamment Omar Belatbi de l'US Souf et Abdelnour Bousbia de l'US Ben Aknoun pour ne citer que ceux-là. Et il y en a certainement d'autres, vu que dans notre championnat, la pression des résultats prime sur toute autre considération. Et la sonnette d'alarme est activée au bout de maximum 3 contre-performances. C'est le tarif malheureusement.
Ce qui est certain, même si cette vision des choses ne fait pas l'unanimité au sein de l'opinion sportive algérienne, cette valse n'arrange en rien nos clubs, surtout sur le plan stabilité. La phrase magique des nouveaux venus sera « Je n'ai pas fait le recrutement » ou alors « Il me faut du temps pour mettre en application mes idées ». Et d'ici là, les dés seront jetés pour certains clubs. Une solution doit être donc vite trouvée, aussi bien par les présidents de clubs que par l'association des entraîneurs, si elle existe réellement, afin de mettre un terme à ces valses récurrentes qui n'arrangent en rien la progression du niveau de notre championnat. Voilà donc cette valse qui ne cesse de faire danser les techniciens. C'est à croire que le métier de gestionnaire et de dirigeant n'est pas du tout compatible avec le métier d'un technicien qui travaille sur le moyen, sur le long terme. Je sais que vous allez tous en parler, messieurs, mais ça vous a inspiré, Djilali, votre chronique du jour, l'œil du coach aujourd'hui sur cette valse. On va laisser passer le jingle et je vous laisse la parole. Jingle, l'œil du coach. Djilali, vous êtes technicien, vous êtes coach, ça vous inspire quoi ces entraîneurs qui n'ont même pas le temps de poser leur sac et ils sont déjà débarqués? De toute façon, c'est le sujet d'actualité ces jours-ci. Donc, je dirais que c'est la vase des entraîneurs. C'est un fléau qui est en train de s'installer dans notre championnat, qui est en train de gangréner le championnat et aussi de ternir l'image du football algérien. On dit parfois c'est des séparations à l'amiable, mais moi je dirais que c'est des limogeages déguisés. Parce que là, comment peut-on juger, je me pose la question, juger un entraîneur sur 3 matchs? Sur quelle base? Le choix a été fait en début de saison par rapport à des critères que tout le monde connaît. C'est le profil de l'entraîneur, le CV de l'entraîneur, le vécu de l'entraîneur et aussi le projet du club. Donc, dans notre championnat, malheureusement, après 3 journées, pratiquement la moitié des entraîneurs sont évincés, ils sont remerciés. C'est dommage. Parce que là, le seul bouc émissaire après une défaite, c'est l'entraîneur. Pourquoi il ne faut jamais se leurrer la face, il faut chercher ailleurs aussi. Cet entraîneur a été recruté par rapport avec un consentement de tout le monde. Il y a eu un consensus, on a discuté sur les projets et tout, oui. C'est les dirigeants, le directeur sportif s'il existe, et bien sûr l'environnement proche du club. Donc aujourd'hui, je vais lancer un appel, c'est-à-dire laisser ces entraîneurs travailler, ne serait-ce que terminer la phase aller et faire un bilan et faire une évaluation sur le travail de ce coach. Parce que là, en 3 journées, même les joueurs n'ont pas le temps de s'adapter à sa philosophie, de s'adapter à son plan de jeu et à sa philosophie de jeu. Donc c'est inadmissible, je dirais, de limoger un entraîneur à 3 jours. On a bien compris le carton rouge de l'œil du coach. Aujourd'hui, ça vous inspire quoi, Badreddine? Écoutez, tout d'abord, je tiens à remercier notre ami Ada Fattah qui a choisi le sujet. Excellent papier. Sujet excellent. Et puis, ce qui a attiré mon attention, c'est la question posée, c'est cette petite problématique posée. Qui juge le travail des entraîneurs? Ça, c'est très important. Il y en a marre. C'est-à-dire que cette valse des entraîneurs ne joue pas vers le développement du football. Ça casse le développement du football. On ne peut pas, après 3-4 matchs, évincer des coachs et juger par qui, justement. On choisit un coach, comme il a si bien dit notre ami Touzi au départ, par rapport à des critères, par rapport à un CV, par rapport à un vécu, par rapport à un travail qui a été préalablement fait là ou là dans un autre club. Des objectifs et surtout, il a fait toute la préparation. Et puis, quand on entend les présidents de clubs, au départ, quand on les entend dire « nous avons un projet », mais un projet s'étale sur plusieurs années. Aujourd'hui, quand le championnat n'avait pas commencé, il y avait déjà éviction de 2 entraîneurs. 3. Amrani. 3 entraîneurs. Amrani, l'entraîneur du Paradou, le Knaoui, et Bouakaz, l'entraîneur tunisien du MCO. Ouais. Et ce phénomène
ne répond à aucune exigence méthodologique. On commence un travail et puis même quand on fait une bonne préparation, on parlait tantôt de la préparation physique qui est étalée sur 3 étapes. Quand un entraîneur fait une préparation physique, il entame une préparation physique, c'est par rapport à un schéma tactique qui va jouer pendant l'année. Après, l'entame du championnat n'a même pas commencé. Or, qu'on enlève un entraîneur, on ramène un autre entraîneur. C'est 1 million pour le métier, c'est 1 million pour l'entraîneur. Mais bien sûr, vraiment c'est alarmant, hein, alarmant. Mais Fatah, le problème c'est parfois pas seulement parce que si on dit les choses, il faut les dire. Ici, on dit tout dans l'émission. C'est ce que j'allais dire. C'est pas seulement les présidents. Ouais, pas du tout. Il y a comme ça un microcosme. D'ailleurs, on va parler du bureau fédéral dans quelques instants. C'est aussi, en tout cas, le vœu du nouveau président Sadi qui veut normaliser un peu et professionnaliser les comportements dans le football. Il y a les agents, il y a des entraîneurs qui cherchent du travail alors qu'il y a un entraîneur qui est déjà en poste. Il y a des gens qui mettent leur CV et qui se proposent alors qu'il y a un entraîneur qui travaille déjà. Ce sont des vérités. Absolument, Riyad. Vous avez mis le doigt sur la plaie carrément parce que en fait c'est à peine voilé. Ce n'est même pas voilé, il faut appeler un chat un chat. Il y a des personnes qui cèdent à la pression. Un soupçon de pression, un bourgeon de pression. Parce que 2 matchs, Mazal. Il n'a même pas eu le temps, comme le disait Gilali si bien, c'est son métier, il n'a même pas eu le temps de faire inculquer sa philosophie. Vous avez dit, il a perdu qu'un seul match. Il a gagné en déplacement, premier match. Non, même statistiquement, c'est les meilleurs résultats de la GSK en 4 ans. C'est les meilleurs résultats de la GSK. Il y a ça d'un côté. D'un autre côté, Riyad, je disais, comme le disait Badrou, qui juge ces personnes-là, qui les juge. Et surtout, où est l'association des entraîneurs? J'en parlais tout à l'heure en coulisses avec Gilali, il m'a dit qu'elle a existé à une époque. Elle a été à un moment donné dirigée par notre ami Feu Dahman. Mais c'est aberrant. C'est aberrant. Un métier aussi exposé où il n'y a pas une association qui protège les entraîneurs et le droit des entraîneurs. Parce que l'a tenu il y a quelque temps. Quand on est structuré, Badrou, on est plus fort. Mais oui, et malheureusement, ce n'est pas le cas des entraîneurs. Et ce n'est pas prêt de s'arrêter, Riyad. On est là, on en rediscutera. On va voir le travail de la nouvelle DTN. Le président de la fédération a parlé d'une rencontre avec les clubs, hein, c'est bien ça? Oui, rapidement avec les présidents. Oui, rapidement. Un problème pareil ne peut se régler qu'à partir... Il faut pendre au niveau de la fédération des règles, des articles dans les règlements intérieurs de la fédération pour protéger justement collège technique les entraîneurs. Des entraîneurs et également des règles. Il faut que ça soit dans le règlement. Voilà, des règles d'éthique et de déontologie aussi. Effectivement. Alors, messieurs, le temps nous presse. Oui, juste une seconde. Rapidement, s'il vous plaît. Rapidement. On parle de limogeage, d'une séparation à l'amiable. Et cet entraîneur, il est payé jusqu'au dernier sou. Il est payé tout le contrat qu'il a signé. Donc, et cet argent. Donc, qui va le dépenser aussi, alors que les clubs sont il y a un gaspillage d'argent monstre aussi. Bien noté. Alors, l'argent aussi, c'est le nerf de la guerre, mais c'est aussi le bas qui blesse. C'est les gros soucis qu'a trouvé le nouveau président, messieurs, en arrivant au niveau de la FAF. Il y a eu la première réunion du bureau fédéral, c'était avant-hier. Alors, on va revenir sur des décisions importantes qui ont été prises et on revient, messieurs, on va voir ce que ça vous inspire. On regarde le sujet. La première réunion du nouveau bureau fédéral de la Fédération algérienne de football était très attendue. Elle s'est déroulée au siège de l'instance, Adel Ibrahim, sous la présidence du nouveau patron du football national, Walid Sadi. Beaucoup de décisions étaient attendues à l'issue de cette réunion après les déclarations de Sadi suite à son élection, où il a révélé ses ambitions de changement et de rupture avec les exercices précédents. L'attente fut longue. Après une réunion interminable et en fin de journée, les décisions attendues sont tombées. La plus attendue d'ailleurs, c'était certainement celle qui concernait la LPF, la Ligue professionnelle de football, qui a vu ses activités gelées et la suspension de l'actuelle direction et à sa tête Abdelkrim Madouar, à cause de certains dépassements et irrégularités, avec la désignation également d'une commission présidée par Mohamed Amin Mesloug, président de l'ES Ben Aknoun, membre du bureau fédéral qui va gérer la transition avant une nouvelle élection au niveau de la Ligue. Changement également au niveau de la CCA, Commission centrale d'arbitrage. La nomination de l'ancien arbitre international Abid Sharif. Dans la désignation, il sera adjoint d'Ahmed Khorchi, qui remplace Jamal Haïmoudi, reversé dans le développement et la formation.
Le communiqué final du Bureau fédéral a également révélé une décision de réorganisation de la DTN avec une obligation de fournir une feuille de route claire pour le développement de la discipline. Même chose pour le CTN, le Centre technique national de Sidi Moussa, où se préparent les équipes nationales. La non-satisfaction de sa gestion antérieure pousse à des changements. Autre point relevé lors de cette réunion, la non-satisfaction et la mauvaise gestion passée qui a vu de nombreuses dettes s'accumuler. La mauvaise gestion des litiges au niveau des clubs qui les a enlisés dans une crise financière sans précédent. Un chiffre impressionnant de dettes a été révélé entre la CNRL et les clubs, s'élevant à 300 milliards de centimes. Le Bureau fédéral a décidé de dissoudre la CNRL et va organiser des tripartites fédérations, clubs et représentants de joueurs pour trouver des solutions en évitant les blocages. La réunion s'est terminée en désignant les différentes commissions et présidents. Les missions de chacun des 13 nouveaux membres du Bureau fédéral ont été définies. Parmi elles, la commission des réflexions stratégiques qui devra réfléchir sur le nouveau mode de compétition, la réorganisation des ligues, ainsi que la lutte contre la corruption, la violence dans les stades, sans oublier la modernisation et mise à niveau de la gestion du football. Alors Fatih Saadi a laissé entendre qu'il voulait, parce qu'il n'a pas beaucoup de temps, qu'il voulait commencer une révolution. Est-ce que c'est les prémices d'une révolution ? C'est carrément les grands signes révélateurs d'une révolution. Il faut savoir, Riyad, le téléspectateur devrait savoir, c'est les amoureux du football doivent savoir que c'est des gens qui travaillent depuis leur installation, depuis le jour du vote, qui travaillent minimum de 12 heures par jour. 12 heures par jour, ils sont à tous les niveaux, ils sont en train d'essayer de réorganiser. J'ai eu l'occasion de discuter avec le chargé actuellement de la Ligue 1 de football, M. Mohamed Amin Msloug, qui travaille 14 heures par jour parce que le chantier est gros, il est immense. Plein de choses à faire. J'allais me retourner vers Gilali. Gilali, il y a eu la nomination de nouveau DTN dans la personne de Mansoul. Amr Mansoul, un chargé de découverte des pépites à l'étranger et aussi un secrétaire général en la personne de Nadir Bouzned qui revient à son poste, quelqu'un qui connaît le métier. Je dirais que c'est des décisions courageuses et significatives en même temps. C'est fort. C'est fort. Donc le message, il est fort, il est là. Donc, Et la Ligue dissoute, on n'en a pas parlé, c'est la plus grosse info. Si, c'est la première chose que j'ai dite, c'est chargé de la gestion de la Ligue. C'est-à-dire, on ne l'a pas appelé président de la Ligue de football professionnel, mais c'est le chargé, membre du bureau fédéral, chargé de gérer la Ligue. Donc il y a un nouveau souffle, une nouvelle dynamique. Donc je dirais que laissons le temps à ce nouveau président. Et on va voir par la suite s'il pourra appliquer toutes les décisions qu'il a prises. Bedro, selon vous, le nouveau DTN, c'est un jeune, il est connu, il est très compétent, il a travaillé à différents niveaux à l'étranger, il a été même chargé de projets au niveau du ministère de la Jeunesse et des Sports. Que pensez-vous, selon vous, quelles seraient les priorités du nouveau DTN ? Écoutez, la priorité, je pense, de toute la fédération, c'est le développement du football national. Ça ne pourrait pas être autre chose. Et l'assainissement aussi financier. L'assainissement financier, c'est important. Oui, l'assainissement financier, c'est un travail administratif. Mais techniquement parlant, c'est le développement du football à l'intérieur, c'est-à-dire ici en Algérie, sur le territoire national. C'est la priorité. Maintenant, quels sont les mécanismes que va prendre le nouveau DTN? Ça, je ne sais pas. Il a promis qu'il y aura une relation directe entre la DTN et les clubs, qu'ils soient professionnels ou amateurs, pour qu'il y ait une vraie liaison entre les deux. Peut-être que c'est ma question qui n'était pas claire, Bedro. Je voulais dire, à votre avis, quels seraient les axes primordiaux, prioritaires pour ce nouveau DTN? Et justement, aller sur les jeunes, par exemple. Oui, c'est ça le développement et la formation qui vont ensemble. Le développement et la formation. Et excusez-moi, d'abord, il va falloir que le schéma conducteur de la fédération descende au niveau de la base, au niveau des clubs. Et remonte. Et absolument. Et il remonte par la suite. Donc, est-ce qu'il y a une véritable pensée, il y a des mécanismes et des décisions à prendre concernant le développement et la formation? Ça, je ne sais pas.
Riyad, pour parler de la dette, vous avez parlé d'un chiffre faramineux. Vous savez que... Entre la CRL et les clubs, c'est 300 milliards de centimes. Et c'est partagé en deux, c'est 180 milliards en Ligue 1 et 120 milliards en Ligue 2. Donc vous voyez un petit peu, ça c'est les joueurs... Mais le président veut une autre façon de régler le litige. Mais c'est clair. Il veut plus de blocage. Tout à fait, voilà. Tout à fait. Et c'est pour ça qu'il faut qu'il trouve une solution pour ça. C'est... Une tripartite. Une tripartite, et ils en discutent tous les jours pour essayer de réunir tous les protagonistes. Représentants de joueurs, tout à fait. Club et la FAF comme arbitre, si vous voulez. Oui, Gilles. Je puisse revenir un petit peu au développement et de la formation, que je pense que c'est le cheval de bataille de cette nouvelle direction technique nationale. Mais ça ne peut pas se faire sans que tous les clubs, ne serait-ce que professionnels, aient leur propre centre de formation. Il faut commencer par ça, c'est primordial, et c'est ça le cheval de bataille de cette direction. C'est pour ça, Gilles, qu'on disait assainir la situation financière, ensuite penser à ça. Ça, c'est une évidence, on en a parlé dans toutes les émissions, les centres de formation. Le formateur, c'est le club, ce n'est pas l'équipe nationale. Et ce n'est pas la fédération. C'est-à-dire pousser les clubs à mieux s'organiser pour pouvoir également commencer à former. Est-ce que vous êtes d'accord avec cette philosophie? Entièrement, bien sûr, d'accord. Mais comme je l'ai dit tout à l'heure, le schéma conducteur devrait, c'est-à-dire, il émane de la fédération. Comment on doit travailler avec les jeunes? Quels sont les programmes proposés à ces clubs? Bien sûr que c'est le club, c'est la cellule de base qui doit former des joueurs. Mais il faudrait un contrôle concernant les programmes, le volume horaire des jeunes, etc. Et le comment. C'est-à-dire, ces mécanismes doivent émaner de la fédération et descendre vers la base. Pardon, beaucoup plus, il faut revoir en jeune le système de compétition. Il faut revoir les horaires de compétition. C'est très compliqué. Écoutez, c'est très compliqué. C'est même lié à la scolarité des jeunes. Il va falloir tisser des conventions avec le ministère de l'Éducation, etc. pour ménager un peu. C'est très compliqué. C'est des idées. Vous pouvez lancer même en vrac comme ça des idées. Oui, ce n'est pas facile, parce que quand on voit le programme scolaire et les matières enseignées, l'enfant est quand même jusqu'à un âge avancé, jusqu'à 18 ans, au niveau du lycée, il a un programme très chargé. Si on ne soulage pas ce programme avec une convention avec la fédération, le ministère de la Jeunesse et des Sports, carrément, on ne peut pas aboutir à l'enfant va lâcher l'un ou l'autre, ce qui est parfois les deux. Mais oui. Ce qui est bien, Riyad, c'est que dès le départ, et ça on l'a rarement vu, dès le départ, le président de la fédération, M. Walid Sadi, et son bureau se réunissent déjà le 9 avec tous les présidents de clubs de division 1. Et il va rencontrer, je crois, Belmadi samedi. Pour Belmadi, je ne sais pas, mais je sais que pour la Ligue 1, il sera lundi. Absolument, ça sera lundi. Déjà, c'est une rencontre pour échanger. Et tout le monde donnera son point de vue. Je pense que c'est de bon augure pour un début. Voilà, alors voilà, l'info elle est là. Rencontre avec le coach national, il l'a dit, samedi. Conférence de presse de Belmadi dimanche. Et rencontre président de la fédération lundi. Avec les clubs lundi. Et puis, on n'en a pas parlé tout à l'heure. Changement à la tête, ça aussi, ça a toujours été un problème, les désignations, les arbitres, etc. Changement à la tête des désignations. Si, vous en avez parlé dans le BTR. Dans le sujet, mais pas sur le plateau. Oh, oui. C'est Abed Chalef qui remplace Haïmoudi, qui est membre du bureau quand même d'arbitrage, de la commission d'arbitrage au niveau de la Ligue arabe, et donc il va rester dans la formation. Dans la formation. Absolument. Et c'est Abid Chalef qui va se charger de la désignation. Il est juste chargé de la désignation. Le président de la commission de l'arbitrage, comme ça a toujours été, c'est le président de la fédération. On va terminer avec cette info. Alors l'équipe nationale, on est en octobre. Premier match le 12. Sera Constantine face au Cap-Vert. Et puis le 16 aux Émirats Arabes Unis, à Abu Dhabi, je crois, face à l'Égypte. Oui, face à l'Égypte. Voilà, donc on va attendre la sortie médiatique dimanche du coach Belmadi. Peut-être. Et sa liste aussi. Sa liste, elle est attendue. Alors il y a deux nouveaux qui ont annoncé leur. Oui, effectivement, c'est Gouiri et Larossi. Et Larossi, ça lui profère un choix assez étoffé à quelques semaines de la Coupe d'Afrique des Nations. Ce qui est beau, Riyad, et ça méritait d'être signalé, l'annonce en fanfare de l'arrivée de Gouiri, malgré toute la pression
qu'il a eu. Il a fait un post sur son Insta et il a montré sa fierté de rejoindre la sélection nationale. C'est bien aussi, Djilali, d'avoir le maximum de choix. Je ne sais pas s'il va appeler tout ce beau monde, mais je pense qu'à quelques semaines, quelques mois de la Coupe d'Afrique, il a peut-être déjà son équipe en tête. Il a peut-être besoin de jouer quelques matchs encore pour avoir cette idée. Oui, je pense, Riyad, comme on l'a déjà, on en a parlé déjà dans les éditions précédentes, c'est qu'il y a une transition qui est en train de se faire. Une transition sereine et progressive. Étudiée aussi. Étudiée, oui. Il y a des jeunes joueurs, la majorité des joueurs, c'est des joueurs qui ne dépassent pas 22, 23 ans. Donc, je dirais que l'avenir est assuré, la relève est là. Donc il y a des joueurs qui vont partir juste peut-être après la Coupe d'Afrique, donc il y a d'autres qui arrivent. Et je pense que... Non mais on les est en train de prendre. Voilà. On ne va pas terminer sans saluer quelqu'un que moi j'aime particulièrement, c'est Majid Bouguera, qui a, je crois qu'il a écrit un mot, je crois que c'est un tweet où il a remercié le peuple algérien. Il tourne une page, il a joué une finale de CHAN, il a remporté un titre avec l'équipe, la Coupe arabe. Et là, il prend, je crois, le dernier du championnat du Qatar, avec le même staff. Avec le même staff, effectivement. Le même staff, il va se lancer dans une autre aventure. Il a déjà entraîné, je crois, les espoirs de Douhail à une... Non, même la une, même la première équipe. Il était plutôt à jouer avec Belmadi, mais il a pris l'équipe des espoirs et il a gagné le championnat espoir avec. Là, il revient pour le championnat d'élite et on lui souhaite bon vent. C'est quelqu'un qui a toujours porté avec fierté les couleurs nationales. Effectivement. Voilà, je pense qu'on arrive à la fin de cette émission. Messieurs, merci Badro d'avoir été avec nous. Ravi de votre retour surtout. Je suis content aussi. Merci Djilali, je crois que vous avez un match demain. Non, vous avez un match, vous allez jouer un match. Bonne chance, merci Fatah. Merci Riyad, et puis très content de retrouver, je ne l'ai pas dit au début, très content de retrouver Badro, et je le dis encore une fois, les Money Time nous manquent. Ça me flatte, ce sont des éloges. Vous allez jouer un match et vous avez Mouloudia Sétif. Oui, j'ai demain, MCA en tente de Sétif. Belle affiche. Et vous aussi, vous avez une belle affiche, JSK Usma, à suivre également sur Canal Algérie avec Saïd Felak. Saïd Felak que vous retrouverez dimanche, bien évidemment, dans Canal Foot, à partir, presque aux alentours de 22h, et puis 52 chronos tous les lundis. Vous connaissez votre rendez-vous, je crois que c'est 18, 19. Vous me corrigez si je me trompe sur les horaires. Merci de votre fidélité. Je vous souhaite un excellent week-end en regardant Canal Algérie, bien évidemment, avec tous les rendez-vous de sport. Et j'avais oublié, bien sûr, la finale de handball, samedi 15h avec Nordin Hani, Elbiar, Annaba, à ne pas rater. Rapidement, peut-être vous pouvez nous donner la Ligue 2, le programme. Oui, si on a le temps, oui. Mais très rapidement, on va voir si vous êtes rapide. Je vais essayer. Il a Batna, donc pour l'Est, à Batna, le Cap Batna qui reçoit le MOC Constantine, le Harrach qui reçoit le MSP Batna, l'AS Mila qui reçoit Clerma, il y a le Khmis Khashna qui reçoit Wirgla, le Khroub qui reçoit MC L'Alma, Assur الغزلان le Assur الغزلان qui reçoit la JS Borj Mlaïch, le Rom l'Aïd qui reçoit Magaran, et à Akboul Olympique Akboul qui reçoit le Sam Annaba. Pour le centre-ouest à Alger, au stade Ben Haddad, le RC Kouba qui reçoit le Ouam Mostaganem, le Nadu Sendai qui reçoit le SM Koléa, Tiaret, la GSMT qui reçoit la CRT Mouchen, le SCAF Khmis Miliana qui reçoit l'Olympique de Médéa, à Mostaganem, le S Mostaganem qui reçoit la GS Gir, Boufarik, le WAB qui reçoit le MB Wetzli, et le RC Erba qui reçoit la GS Mascara, et enfin Amshria, le SC Mshria qui reçoit l'ASM. Reprenez votre souffle, donnez-lui un petit verre d'eau. Djilali, voilà, bravo, c'était assez rapide. Merci messieurs. On se retrouve jeudi prochain, même heure, même chaîne, bien évidemment. Excellent week-end sur Canal Algérie. Bonsoir.